C'est un peu bizarre le temps en ce moment parce qu'un jour il fait beau, le lendemain il fait gris, dimanche le ciel était fermé comme tout quoi. C'est un peu bizarre. Oui, comme l'époque où on vit maintenant. En fait, je fais souvent la comparaison entre cette époque qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on vit en Syrie depuis 2011, car surtout l'année dernière. Car l'année dernière, au mois de mars, quand on était confiné, on était resté combien de temps en confinement? Genre 2 mois. Oui, à peu près, de mars à mai. Euh, Franchement, moi j'étais à Paris dans mon petit studio et c'était un peu bizarre parce que j'étais moitié à Paris mais en même temps moitié en Syrie. Car en 2012, je suis resté 3 mois confiné à Damas. C'est pas à cause du virus mais à cause de la police, car j'étais commandé par les services de renseignement. Donc pour éviter d'être emprisonné, arrêté par la police, je suis caché à Damas avec une fausse carte d'identité. Et, euh, et c'était très proche du confinement qu'on a vécu l'année dernière parce que je ne pouvais pas sortir sans mettre pas un masque mais un châle pour on ne découvre pas mon propre visage comme tous les militants à l'époque. On évite de rencontrer les gens parce que si au cas où on est arrêté, ils seront arrêtés aussi. Et c'est pareil, aujourd'hui on évite de rencontrer les gens parce que c'est risqué pour eux. Donc c'était une période un peu bizarre. Est-ce que vous connaissez où est la Syrie sur la carte? Damas, le Moyen-Orient. Qu'est-ce que c'est le Moyen-Orient pour vous? Vous pouvez me dire un pays du Moyen-Orient? Oui. Égypte. Égypte, non. Désolé. Oui. La Jordanie. La Jordanie, voilà, justement, super. Parce qu'en fait, on fait souvent le mélange entre le Moyen-Orient dans les médias ou les recherches en France, entre le Moyen-Orient et le monde arabe. Sauf que le Moyen-Orient, ce n'est pas seulement ce n'est pas tout le monde arabe. Parce que le monde arabe, vous savez, il y a une partie de ce monde dans le nord de l'Afrique, une grande partie. D'ailleurs, la plupart des pays dans le nord de l'Afrique sont des pays arabes. Et il y a une partie, ce que l'on appelle le Moyen-Orient. Alors le Moyen-Orient, ce n'est pas seulement les pays arabes en Asie, mais tout ce qui est à l'est de la Méditerranée. On n'a pas de carte ici malheureusement, mais sinon, vous voyez. Quelqu'un a déjà entendu de ce que l'on appelle le printemps arabe? Non? Oui, qu'est-ce que c'est le printemps arabe? Ça a commencé en Tunisie, je crois. Non. Voilà, tout à fait, en fait, oui. Et c'était Pourquoi? contre les présidents. Ben Ali? Je connais en Égypte parce que c'est Al-Sisi qui est arrivé au pouvoir C'est comme ça, ça, après, oui. en enlevant Al-Sadat, après la mort Oui, d'Al-Sadat. oui. Mais, après, Super, on a un intellectuel. Merci. Parce qu'Al-Sadat, en fait, il a dirigé l'Égypte après Jamal Abdel Nasser dans les années 70-80. Après, il y avait ce que l'on appelle Hosni Moubarak. Après, il y avait Hosni Moubarak, c'était un dictateur, comme les présidents avant lui. Mais en fait, pendant le printemps, pour ne parler pas trop de l'histoire, c'était en 2011, tous les pays arabes étaient dirigés par des dictateurs. Quelqu'un peut me dire ce que c'est la dictature pour lui, pour elle? Qu'est-ce que c'est la dictature pour vous? Oui. C'est quand quelqu'un, un chef d'État ou autre, prend le pouvoir en imposant des choses sans demander l'avis au peuple. Voilà, tout à fait. Donc c'est complètement l'inverse de la démocratie. Et en Syrie, on vit sous un régime dictateur depuis l'année 63, parce qu'il y avait un groupe de militaires qui ont fait un coup d'État cette année-là. Et depuis, ce groupe a lancé ce qu'on appelle l'état d'urgence. Et on subit de cette situation jusqu'à aujourd'hui. Dans ce pays, on n'a jamais voté pour notre propre président, on n'a jamais choisi notre parlement. Dans un pays de dictature comme la Syrie ou comme tous les pays arabes, il n'y a pas de séparation entre les pouvoirs. Vous savez, les trois pouvoirs, c'est quoi les trois pouvoirs déjà? Oui. Législatif, exécutif et judiciaire. Voilà, tout à fait. Donc en France, on a la séparation entre trois pouvoirs, et ça, c'est ces trois pouvoirs, et c'est la base de la démocratie. Alors, dans le monde arabe, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y avait ces manifs qui étaient spontanés au début en Tunisie, pas seulement contre Ben Ali, le président, mais contre tout ce pouvoir, contre tout ce système, pour avoir une liberté d'expression avant tout et un régime démocrate. Cette vague des manifs, à l'époque, j'étais étudiant à la fac, j'étudiais la littérature arabe.
Et je me souviens que mon grand frère a commencé de crier Ah Ben Ali a fui, le président tunisien n'est plus là, etc. Et on était tellement flattés, étonnés. C'était un miracle, c'est pas possible. Comment un dictateur qui a dirigé ce pays depuis des dizaines d'années, il débarque comme ça. Ça a changé, vraiment ça a changé ma vie et la vie de milliers de jeunes en Syrie à l'époque. Parce qu'on disait tout le temps c'est possible que cette vague arrive chez nous. Alors, quelques semaines plus tard, c'est arrivé en Égypte. Le président égyptien est parti. Ensuite, c'était au Yémen. Non, ensuite, c'était en Libye, après au Yémen. Et en Libye, il est aussi parti, mais la Libye, elle avait une situation un peu particulière. Le Yémen aussi. Et on attendait notre tour. À l'époque, j'habitais à Homs, c'est une petite ville dans le centre de la Syrie. Et j'ai abandonné mes cours, j'ai abandonné la fac, j'ai abandonné mon travail. J'ai beaucoup travaillé comme un journaliste correspondant pour un journal local qui s'appelle Blanc et Noir. Et j'étais complètement plongé, engagé dans ces mouvements parce que c'était un grand rêve. On peut dire qu'à l'époque, on était vraiment ivre de ce mot liberté. Comment on peut crier liberté dans une ville comme Damas, dirigée par un dictateur? C'était comme une existence pour nous. En fait, on attendait la première manif, on a essayé plusieurs manifs d'ailleurs, n'ont pas marché, parce que c'est très compliqué. Le régime syrien, il est prêt à faire tout pour écraser les manifestants et n'importe quel mouvement de l'opposition contre lui. Je me souviens, la première manif qui a marché, c'était le 15 mars 2012. On était à Damas, environ 30 personnes. Et la police, au bout de 10 minutes, a arrêté 6 personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certains, on ne sait pas où ils sont. Bah, ils sont tués, j'en suis sûr. Et le reste sont enfouis. À l'époque, il y avait une grande bataille entre les journalistes indépendants et le régime syrien par rapport aux médias. Parce que vous savez, le média, c'est là un grand pouvoir pour manipuler les autres ou pour montrer la vérité. Par exemple, une fois qu'il y a une manif, tout de suite après la séparation des manifestants, ils amènent leur caméra dans la rue pour filmer et diffuser les images à la télé pour dire qu'il n'y avait rien de tout. C'était une erreur, c'était une connerie. D'ailleurs, travailler comme journaliste en Syrie, c'est très compliqué, très difficile. Déjà, travailler comme journaliste dans un pays démocrate, ce n'est pas facile. Alors, dans un pays de dictature, c'est encore très compliqué. Par exemple, porter une caméra dans la rue ou filmer n'importe quoi, on peut être condamné à mort dans ce pays. Je me souviens à l'époque, par exemple, on utilisait des caméras, des caméras minuscules, mettre dans un stylo, on met le stylo là. Franchement, c'était super cette technologie parce qu'on peut mettre le stylo là, on filme tout avec une super qualité. Je ne sais pas si vous connaissez de quoi je parle. Avec une super qualité. D'ailleurs, on peut l'acheter, hein, c'est pas. Et on filme tout et on peut après diffuser sur. Il y a une petite USB dans le stylo, on diffuse ça sur Internet. Donc après, j'étais avec un camarade à Damas et on est rentré à Homs, ma ville maternelle, c'est là-bas où j'étudiais. Parce que c'était une ville, vous savez, en Syrie, on a pas mal de communautés et des ethniques. Par exemple, on a les catholiques et les orthodoxes dans le monde arabe, dans le monde musulman en général. On a des sunnites, des alaouites, des chiites, des druzes, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les communautés musulmanes. Et malheureusement, ce régime, comme tous les régimes dictateurs, a travaillé pendant des années pour séparer le peuple syrien selon de leur communauté. Donc on n'était pas loin, c'est-à-dire il y avait une grande partie de communautés alaouites avec le régime, et la plupart des sunnites, ils étaient contre. Et Homs est divisé entre les deux, qu'on avait tellement peur d'avoir une guerre civile, parce que si on entre dans une guerre civile, on ne sortira jamais. Ce qu'il était arrivé plus tard, malheureusement. Et je suis resté à Homs jusqu'à la fin de 2020, où on a créé un mouvement politique pour l'union du peuple syrien contre le régime Assad. On logeait dans un bâtiment dans la vieille ville, dans un quartier tellement misérable. Et c'était l'époque le plus difficile en fait de toute ma vie, parce que chaque jour il y avait un cadavre, il y avait des gens qui étaient blessés, il y avait des balles, des bombes. On ne savait pas si on va vivre pendant encore 1 ou 2 heures, on va mourir tout de suite, on va rester vivant. C'était une période complètement vraiment violente. Mais malgré ceci, dans ces moments, j'ai vécu les moments les plus beaux pendant toute ma vie.
Il y a une phrase de philosophe Nietzsche. Vous connaissez Nietzsche? Vous connaissez Nietzsche? Moi, je ne connais pas. Nietzsche, c'est un philosophe allemand, je crois, n'est-ce pas? Il est allemand? Il est allemand, voilà. Il dit, si vous voulez récolter le bluebird de l'existence, vivez dangereusement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller quand il y a des guerres, quand même. Rien à voir. Mais parfois, en fait, quand on n'est pas loin de risque, quand on n'est pas loin de danger, on devient blue human et on rend compte à quel point la vie est chère. Ce qu'il nous est arrivé à l'époque. Je crois, peut-être certains parmi vous ont vécu ça depuis le début de l'épidémie. Personnellement, je l'ai vécu. À quel point on est fragile comme être humain et on peut être disparu du jour au lendemain. Ça nous rend compte que vraiment il faut profiter de la vie et la vie est quelque chose de cher et il ne mérite pas avoir de temps pour la vengeance ou pour la haine ou pour perdre ce temps. Donc dans cette époque, il y avait une situation incroyable de solidarité aussi entre les gens, c'est-à-dire les voitures, les maisons, l'argent, tout était pour tout le monde. Il n'y avait pas à toi et à moi parce qu'on va peut-être tous les deux mourir de lendemain. On a aussi transféré un appartement on habitait tous dans le même bâtiment, un appartement au rez-de-chaussée comme un hôpital parce qu'on n'avait pas un vrai hôpital pour se soigner des blessés. En fait, à l'époque, on utilisait des portables, jamais des portables iPhone ou des portables modernes parce que c'est très facile de surveiller ces portables. Est-ce que vous avez vu Casa de Babel? Oui. Tout le monde dans Netflix? Qui a Netflix? Super, on est la majorité. D'ailleurs, qui a Facebook? Ce n'est plus votre génération, c'est pour les vieux, c'est pour moi. Alors, qui a Snapchat? Ah, dommage, moi j'en ai pas. Et qui a Instagram? Cool. Alors, en fait, j'ai une question, parce que franchement, moi j'ai Instagram, mais je n'ai pas Snapchat. Et j'essaie à comprendre. Est-ce que vous me conseillez d'installer Snapchat? Non? Oui? Ce n'est pas pour moi? Ça dépend si vous avez des amis ça dépend si j'ai des amis sur Snapchat. Alors, en fait, parce que je n'arrive pas à comprendre c'est quoi la différence entre Snapchat et Facebook. Désolé, je suis un peu arriéré encore, c'est de notre génération. J'aimerais bien que vous m'expliquiez. C'est quoi la différence entre pourquoi vous avez tous Snapchat et vous n'avez pas Facebook? Bien que, c'est quoi la différence pour vous? Qui peut me dire qu'est-ce que c'est Snapchat? Sur Facebook, on a un fil d'actualité, on peut voir plusieurs sujets différents, alors que sur Snapchat, c'est plus local, c'est des trucs en privé ou... Entre amis. C'est vraiment pour discuter. Ça veut dire que vous avez par exemple un groupe entre vous où vous discutez sur Snapchat. Mais justement, on peut faire ça sur Facebook aussi. Oui, mais c'est pourquoi c'est différent? Il n'y a pas de post... de la Charente. Oui, voilà. Un truc que tu n'as pas forcément. Pardon, il n'y a pas de post de quoi? J'ai pas compris. Des posts, par exemple, ou des informations qui apparaissent dans le journal qui sont sur Facebook aussi, par exemple, ou sur Snapchat, c'est pas... on trouve pas des nouvelles ou des infos. Oui, voilà, il n'y a pas d'informations. D'accord, je comprends. Écoute, ce soir, je vais l'installer. Alors, Instagram, je trouve, c'est marrant parce que c'est pour tout le monde. Moi, j'ai Insta, j'aime bien. Bref, donc, à Casa de Babel, on trouve, si vous avez vu la dernière partie, la troisième partie, où il y a, je crois, c'est le troisième, ou 12e ou 4e épisode, quand le professeur il parle de techniques, comment on va utiliser pour éviter d'être surveillé, quand il met les deux portables, anciens portables, avec quelqu'un, il y a de nombreux portables, on utilise chacun pour un seul appel, après on jette les deux portables. Vous avez vu cet épisode? Oui. Donc c'est marrant parce qu'en fait j'ai vu, c'était l'année dernière il est sorti, on utilisait la même technique en 2011 en Syrie, en utilisant un portable de Nokia de 19e siècle, ça n'existe plus, sans caméra, sans Wi-Fi, parce qu'on ne peut pas le surveiller. Et on s'éloigne de la maison, genre 100 ou 200 mètres, on file un appel de moins d'une minute, après on enlève la carte SIM et la batterie, et ça y est, on est vraiment en sécurité. Alors pour Internet, on utilisait un programme qui s'appelle, il y avait plusieurs programmes, c'est toujours le cas, VPN. Vous connaissez ce que c'est VPN? Oui. Voilà, c'est un programme pour éviter ça, il y a pas mal de programmes. On utilise souvent, en France absolument, on n'a pas besoin, mais on utilise ces programmes en Chine, en Corée du Nord et en Syrie, dans un pays, en Russie par exemple, dans un pays où il y a des risques d'être arrêté. Et tant mieux qu'il y a ces programmes. Sauf qu'à la fin de 2011, j'ai fait une connerie, j'ai fait une erreur.
c'est que j'ai appelé une chaîne qui s'appelle BBC. Vous connaissez cette chaîne, BBC? Oui. Pour transférer une information en urgence, j'ai utilisé un portable iPhone qui est assez avec mon propre nom. Et là, j'étais découvert parce qu'en plus, j'ai utilisé ma propre voix. C'est vraiment nul. Parce qu'à l'époque, quand je donne une information, j'appelle en direct, j'utilise un mouchoir, on utilise des techniques pour changer de voix. Donc cette fois, j'ai utilisé ma propre voix. Et le lendemain, un groupe de police sont allés chez mon père. Ils m'ont cherché. Heureusement, j'étais pas là-bas. Parce qu'en fait, mon père habite à côté de Damas. Ils l'ont frappé, ils ont fait, on va le trouver, etc. J'étais à Homs, mais j'ai reçu la nouvelle. Et depuis, j'étais au courant que ça y est, je suis découvert. Parce qu'avant, quand on n'est pas découvert par la police, on peut traverser les barricades, chaque point, aucun problème, tranquillement, avec sa propre carte d'identité. Mais à partir de ce moment-là, j'étais obligé d'utiliser une autre carte d'identité de quelqu'un qui est mort et qui me ressemble, mais pas beaucoup. Donc, j'ai mis un bout de maquillage en accord avec un chirurgien. Et je cachais ce truc, etc. J'étais encore beaucoup plus beau sans maquillage. Je regrette ça. Et j'ai quitté Homs, parce qu'il y avait un grand risque d'être arrêté à Homs. Je suis allé à Damas. Et c'est là-bas où j'ai vécu le premier confinement. C'est là où j'ai commencé la parole tout à l'heure. Sauf que jusqu'à mois de mars, en fait c'était depuis le début de 2012 jusqu'à mois de mars 2012, j'avais l'impression que je faisais rien. C'est-à-dire n'importe quand, je pouvais être arrêté. Et j'avais aussi un ami qui est sorti de prison et il m'a dit que j'étais cherché. Voilà, s'il y avait un grand risque de rester. Donc je me disais, je sors de la Syrie parce que j'étais prêt à faire tout pour éviter la prison. Parce que la prison, c'est tout le monde que je connaissais qui était arrêté. Soit ils sont tués dans la prison, soit ils sont sortis complètement détruits sur le plan physique et psychologique. Parce qu'il y a la torture psychologique, bien sûr. J'ai décidé de sortir ce mois-là. Et dans ma tête, c'est que je vais rester 2, 3, 6 mois maximum en Jordanie. Ça, c'est la Syrie. Et là, c'est la Jordanie. Donc là, il y a un chemin discret, utilisé à l'époque à travers un village qui s'appelle Nassib. En fait, c'était un chemin dans les montagnes où il faut le traverser à pied et dans la nuit, en silence. Parce qu'il y a un centre de police juste à côté. C'est-à-dire on va être arrêté n'importe quel... Même ils tirent. Et ce qui est aussi paradoxal là-dedans... Alors, en fait, j'ai fait un accord avec un trafiquant sur les frontières. En fait, c'était un ami d'un ami. Ce qui est paradoxal, c'est que... D'abord, en fait, quand je suis parti, j'ai laissé toutes mes affaires en Syrie. Même, je n'ai pas dit à ma famille, je n'ai dit à personne que je vais partir. Parce que je me disais, je vais rentrer bientôt. Et là, en ce moment, en traversant les frontières de son propre territoire, dans l'obscurité, c'est tellement bizarre parce que là, on est en train de fuir son pays, on est en train de fuir la police qui devait chercher, nous protéger pour être à l'étranger, dans un autre pays, pour être protégé de la police de notre propre pays. Donc c'est complètement bizarre. Donc arrivant en Jordanie, c'était la première fois où je me sentais en sécurité. Parce que la police syrienne ne peut pas tirer vers nous. C'était la première fois où je m'entendais aussi le mot réfugié. Voilà, disant qu'on vous êtes réfugié. Après, j'ai passé plusieurs entretiens avec les services de renseignement jordaniens. D'ailleurs, les Jordaniens sont pas... En fait, toutes les polices arabes sont très violentes. C'est pareil. Mais ils n'avaient pas un problème avec moi personnellement. Après, il nous a conduits. En fait, j'étais pas seul. Il y avait des autres Syriens qui sont sortis. Il nous a amenés dans un camp pour les réfugiés syriens, dans une petite ville dans le nord-ouest de la Jordanie, ici, qui s'appelle Ramsa. Quelques jours plus tard, je suis sorti de ce camp. Alors, pour sortir à l'époque du camp, il faut avoir un garant jordanien, citoyen jordanien. Donc, je l'ai trouvé à travers cet ami aussi. Et il m'a amené à Amman, la capitale de la Jordanie. Là, il y a aussi un autre paradoxe, parce que je ne savais pas ce que je fais ici et pourquoi. Jusqu'à quand je vais rester et comment je vais continuer ma vie dans ce pays ou quand je vais rentrer en Syrie. C'est une période complètement bizarre. Je suis dans un hôtel à Amman, je me disais je reste quelques jours ici. Alors je ne sais pas avec mon propre nom, avec le nom de ce garant. Et à la réception, ils ont découvert que c'est pas lui qui est monté dans la chambre, mais c'est une autre personne avec son accent syrien. En fait, j'ai fait ça parce que j'avais peur de la police syrienne.
Et ils ont appelé la police jordanienne parce qu'ils ont pensé que je viens de faire des problèmes. Alors ils sont venus, ils m'ont arrêté avec des frappes, avec de la torture, etc. Et ils ont pensé que je suis terroriste, je viens de faire un attentat. Une fois qu'ils ont découvert que je n'étais pas terroriste, ils m'ont dit nous sommes désolés, je vais dire c'est pas grave, c'est rien. On va rappeler, mais c'est pas grave. Alors je suis entré à l'hôtel et à ce moment-là, j'ai décidé de ne rester jamais en Jordanie parce que je ne me sentais plus en sécurité. Alors je n'ai pas fui de la police syrienne pour être arrêté en Jordanie quand même. J'ai appelé l'ambassade française en demandant l'asile politique en France. En fait, on se pose beaucoup de cette question, pourquoi on choisit un pays ou pas un autre pour fuir. Par exemple, si maintenant, ce que je ne souhaite pas du tout bien sûr, qu'il y a un problème à Cognac, vous êtes tous obligés de partir de Cognac, disons de la France, vous choisissez quoi? Quel pays? Par exemple, vous commencez à penser, on va choisir tel pays selon de la langue. Par exemple, si vous parlez anglais, je crois que vous tous parlez anglais, on va... Non? Plus ou moins. Parce que moi, en fait, je parlais anglais avant d'arriver en France. Mais on va parler de la langue d'ailleurs. Donc, on parle anglais, on parle allemand, et on a des proches en Allemagne, on va filer en Allemagne. En Espagne, c'est pareil, vous voyez. C'est bon la langue, la culture, et comment on va continuer sa vie d'ailleurs. Et si on connaît quelqu'un dans ce pays. Alors, aucune de ces conditions, j'avais aucune de ces conditions avant d'arriver en France. C'est-à-dire en France, je ne parlais aucun mot en français. Je disais seulement bonjour, bonsoir, au revoir et liberté. Et, le meilleur, le plus beau. Ah, grave, oui. Surtout en France. Et du coup, vous connaissez le poème de Paul Éluard? Liberté? C'est un poème de Paul Éluard. D'ailleurs, justement, alors pourquoi on choisit ce pays? Personnellement, la première raison, parce que j'aime beaucoup le croissant, et ça n'existe pas d'ailleurs. Deuxième raison, parce qu'en fait, j'étais fan de Paul Éluard, c'était mon poète préféré depuis quand j'avais votre âge, même avant, surtout avec le poème Liberté, parce que Paul Éluard, pour moi, ce n'est pas seulement un poète, mais c'est un exemple de la liberté, de la résistance, surtout après la Deuxième Guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un super roman écrit par un écrivain contemporain qui s'appelle Didier Donax, écrit Caché à la maison, le titre c'est Caché à la maison des fous. Il parle de Paul Éluard quand il était caché dans un hôpital psychiatrique pendant la Deuxième Guerre, avec une langue poétique sublime. Donc, alors, j'ai lu Paul Éluard en arabe, bien sûr, parce que la plupart de ses poèmes sont traduits en arabe. D'ailleurs, il y a beaucoup de poésie française traduite en arabe de la littérature. Alors, j'ai appelé l'ambassade française et l'ambassadrice de Samba m'a donné un rendez-vous rapide et j'ai fait un entretien avec elle qui a duré environ 12 heures. Et après, elle a réservé dans l'avion pour moi. Et le lendemain, j'étais à Paris. C'était vraiment très rapide. Parce qu'il y avait vraiment un danger de rester en Jordanie. Avant d'arriver à Paris, je me souviens bien dans l'avion, en fait le temps de la Jordanie, de Amman jusqu'à Paris, c'est 4 heures. C'est-à-dire, ils ont réservé dans l'avion à minuit, mais elle m'a envoyé dans sa voiture diplomate. C'était vraiment sympa. Et c'est parti de Amman à minuit, c'est arrivé à Paris à 4 heures de matin. Avant d'arriver à Paris dans l'avion, j'ai tout de suite, j'ai passé le temps en pensant, qu'est-ce que je vais trouver? C'est quoi la France? C'est quoi ce pays? Et là, en ce moment, je crois que vous avez tous vécu ça, car avant de voyager dans un pays, on a toujours le cliché de ce pays. Par exemple, qu'est-ce que c'est la France au Moyen-Orient? C'est Tour Eiffel, Champs-Élysées. Ça dépend, d'ailleurs, ça dépend de la personne. Le fromage, à fond. Et le vin, n'importe quel vin. Oui, c'est le pays du vin, le pays de marque, le pays de parfum. Alors, le parfum, c'est la base. C'est ça la France. Bon, moi, c'était aussi le pays de la littérature. Par exemple, si je vous dis, par exemple, maintenant, disons le Brésil. Qu'est-ce que c'est le Brésil pour vous? Pour moi, c'est le café et le football. Mais peut-être ça n'a rien à voir. Hein. C'est ni avec le café ni avec le football. Mais ce qu'on a été éduqué depuis tout petit, le Brésil, l'Argentine, c'est le maté. Vous connaissez le maté? C'est une boisson n'est pas connue en France, mais très connue en Syrie. Argentine, voilà. Tiens, l'Espagne, c'est quoi l'Espagne pour vous? Quand je dis le mot Espagne. Parce que vous savez, le vocabulaire dans la langue, il y a des images dans la tête. Alors, le vocabulaire, le nom des pays, il y a plein d'images dans la tête. C'est quoi l'Espagne pour vous? De quoi? Le flamenco. Et? La corrida. Corrida? Qu'est-ce que c'est? C'est dedans? Avec les taureaux. Ah, le spectacle, oui, bien sûr, oui. Et? Quelqu'un d'autre? Qui a déjà voyagé en Espagne? Moi aussi. Qui a voyagé en Andalousie?
Ah, c'est magnifique. Moi, je suis fan de l'Andalousie. Parce que c'est un mélange entre les cultures là-bas, l'architecture, l'atmosphère, c'est magnifique, surtout Grenade. En fait, justement, l'Espagne pour moi c'est l'Andalousie. Mais il n'y a pas tout, parce que je suis allé. Mais quand on n'y va pas, on n'est pas déjà allé dans ce pays, on n'a pas visité déjà. Par exemple, l'Allemagne pour moi c'est la bière. Vraiment, c'est la bière. Parce que je suis déjà allé à Berlin, là-bas c'est oh, non, on ne parle plus. Hein. Et donc, Belgique d'ailleurs, le frites et le bière. On a pas mal. Et donc, arrivant en France, je n'ai pas du tout trouvé ce que j'ai imaginé de la France avant d'arriver. Je n'ai pas trouvé ni le fromage, ni le vin, ni le parfum, ni Paul et Loire. Mais j'ai trouvé le RER et le métro, les babys administratifs qui m'attendaient à Paris en sortant de l'aéroport Charles de Gaulle, le bruit, voilà. Mais le plus difficile, en fait, quand on arrive dans un pays, c'est la langue. Parce qu'en Syrie, on n'étudie pas le français, on étudie l'anglais. La langue française est restée la langue de la colonisation. Parce que la France est restée en Syrie entre 1922 et 1947. Bon, c'est une petite période, ça n'a rien à voir avec les pays de Maghreb. Mais le régime syrien, dictateur, c'est un régime national. Donc, c'est pas désirable pour lui d'étudier une langue étrangère, surtout le français. Mais on étudie bien l'anglais. Alors, apprendre une nouvelle langue, c'est déjà difficile. Vous parlez combien de langues ici? Alors, on a le français. Qui parle l'anglais? C'est bien. Parce que, alors, je sais pas, moi, c'est ce que j'essaie de. Parce qu'il faut choisir une langue, n'est-ce pas? Il faut choisir une troisième langue. C'est-à-dire, on parle français, on parle anglais, et il faut choisir troisième langue ou pas? Qu'est-ce que vous avez choisi? Qui parle espagnol? Moi, je suis en train d'étudier l'espagnol sur une application qui s'appelle Babel. Vous connaissez? C'est vraiment top. Et qui parle allemand? C'est difficile l'allemand. Ah, vous parlez. Pourquoi tu as choisi l'allemand, par exemple? Au début, quand j'ai choisi l'allemand, c'était par rapport à une personne de ma famille. D'accord. Et toi? C'est parce qu'en 6e, c'était la première proposition. Et finalement, ici au lycée, j'ai repris espagnol. D'accord, voilà. Donc ça dépend, ouais, chacun a sa raison. Personnellement, j'ai pas choisi le français en fait. Mais par une manière ou une autre, j'ai choisi la France. Sauf qu'on ne peut pas habiter à Paris sans apprendre la langue française. Donc j'ai commencé d'étudier À l'époque, c'était très difficile parce qu'on marche dans la rue, on ne comprenait rien du tout. À l'époque, j'habitais dans une rue qui s'appelle rue de Paradis. C'était ma première rue où j'étais de l'enfer, hein. Mais une chambre des bonnes. Même je n'osais pas m'éloigner plus que 50 mètres de domicile pour éviter d'être perdu, parce que je ne savais pas même prononcer prononcer mon adresse. Et après la préfecture, on inscrit dans une école à côté de Paris, dans une petite ville qui s'appelle Bobigny. Et c'est là-bas où j'ai commencé d'apprendre le français comme un alphabet. En fait, la difficulté, c'est que le français est tellement loin de la langue arabe. Vous savez, l'arabe, c'est une autre famille, ce qu'on appelle les langues orientaux. On écrit de droite à... Qui parle arabe dans la salle? C'est le seul? Cool. Là, je vais lire des poèmes en arabe, donc je lis n'importe quoi. Après, vous comprenez rien de tout ça. Je parle à moi-même. En fait, en arabe, on écrit de droite à gauche. On a, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a que 3 temps. On a le passé, le présent et le futur. En français, on a combien de temps? Là, on parle plus. On a le plus que parfait, l'imparfait, le passé composé, le passé simple, le passé compliqué, le passé intérieur. Il n'y a pas passé intérieur? Si. Passé extérieur? Non. Oh, c'était un labyrinthe pour moi à l'époque parce que quand on était éduqué, quand je suis arrivé en France, j'avais 25 ans et j'étais éduqué. Déjà, j'étudie la langue arabe en Syrie et j'ai passé toute ma vie avec la langue arabe. Je suis fan de cette langue. J'étais fan de cette langue. Alors, arrivons, et justement pour distinguer ces temps, l'imparfait, le plus que parfait, de subjonctif, de conditionnel, c'est l'aurore, le conditionnel, et le passé simple, le passé composé, la différence entre ces temps, ça m'a rendu complètement fou. Je ne comprenais rien du tout, honnêtement. Mais eux aussi, tu sais. Ça m'assure, je ne suis pas le seul. Merci. C'est compliqué. Mais après, en fait, ce qu'il y a aussi la deuxième chose qui était la plus difficile pour moi quand j'ai appris le français, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais là ça va mieux, je me débrouille, c'est le féminin et le masculin. Parce que la plupart des vocabulaires qui sont masculins en arabe sont féminins en français. Et l'inverse. Et par exemple, la porte en arabe c'est masculin, le ciel c'est féminin, le soleil c'est féminin, la lune c'est masculin. Franchement, j'ai l'impression que c'était fait exprès pour me déranger. Et c'était n'importe quoi. Par exemple, quand je faisais le bruit chiant, quand on faisait les courses. Parce que par exemple, j'allais à la boulangerie, c'est très, très heureux, on sait parler français, donc je rentre.
Je voudrais, je ne savais pas si c'était une baguette ou un baguette. Je demande 2 baguettes. Comme ça, elle rend du bac compte que je suis nul en français. Je dis, voilà, je vous parle français. Mais honnêtement, je n'ai pas appris le français de l'école. Parce qu'à l'école, on étudie la base, disons, les grammaires, comment on construit des phrases, le temps, etc. Mais je l'ai appris de l'échange. Parce que d'ailleurs, je suis bavard. Et j'aime bien échanger avec les gens, on écoute. Je sortais à l'époque tout le temps avec des Français ou des gens qui parlent qu'en français, on ne parle jamais en anglais. Même si je ne comprenais rien, mais je faisais comme si je comprenais. C'est pas grave. C'est-à-dire, j'ai coupé tous mes liens avec la langue arabe. Et je regardais beaucoup des films, parce que je suis fan de ciné et de séries. Je regardais, je me souviens, à l'époque, une série qui s'appelle Plus belle la vie. Comme cette série. Bah, elle est nulle, hein, mais franchement, elle aide beaucoup pour apprendre. Parce que ce que j'avais besoin à l'époque, c'est apprendre la langue de la vie quotidienne. Comment les gens ici ils s'échangent entre eux. Donc, c'est comme, grâce au Plus belle la vie, j'avais l'accent de Sud aussi, bien que j'étais à Paris. Donc, petit à petit, j'ai commencé à me débrouiller en français. Ça, vraiment, a changé toute ma vie ici. Et donc, en fait, une fois qu'on commence à parler de langue, on commence d'intégrer. Vous savez, l'intégration, c'est le plus important pour moi dans une nouvelle société parce que je ne veux pas vivre en France en tant qu'étranger. J'ai commencé de sentir que la France est mon deuxième pays. Et surtout que je travaille avec la langue, c'est-à-dire j'ai passé toute ma vie dans l'écriture. D'ailleurs, j'ai une question, vous êtes tous dans la littérature, là aujourd'hui comment ça s'appelle les HL machin, HL quoi? HL HLM, HLP. Pardon. Je rigole. HLP, ça veut dire humain, humanité, littérature et philosophie. Parce qu'en fait, c'était un rêve pour moi d'étudier comme vous, un bac. Parce qu'en série, il n'y a pas d'HLP, il y a la littérature, bac littéraire. C'est comme le système auparavant, il y a quelques années en France, bac littéraire et bac scientifique ou commerçant. Sauf que je viens d'une famille où ils sont tous des médecins et architectes, d'une famille de scientifiques. Et étudier la littérature en Syrie, surtout un bac littéraire, c'est la honte. C'est-à-dire, la personne qui n'a pas réussi dans la science, il étudie la littérature parce qu'elle est stupide. Sauf que c'est pas du tout. Moi, j'ai étudié le bac scientifique et je n'ai rien compris. C'est l'horreur pour moi, le physique, le mathématique, le chimique, c'était n'importe quoi. J'ai passé 12 ans où je n'ai rien compris. Et après le bac, honnêtement, parce qu'en fait, il y a les classes moyennes. Vous voyez, dans la société, on respecte beaucoup le médecin en Syrie. Parce qu'il gagne bien sa vie, il est intelligent, etc. Et celui de la littérature, c'est la littérature, c'est la culture, c'est n'importe quoi. Bon, mon cerveau n'est pas programmé aux sciences, il est programmé à la littérature. Donc après le bac, j'ai quitté la maison et j'ai fui de cette maison, de n'importe quoi, la maison de mes parents. Et je suis allé à ma ville maternelle, à Homs, où j'ai inscrit à la fac pour étudier la littérature arabe. Et depuis toute ma vie, est dans la littérature et dans l'écriture. Donc j'ai rien fait que ça. Donc en France, je ne pouvais pas faire d'autre chose que la littérature. Bon, j'ai commencé d'écrire, en fait, j'avais 2 livres de poésie en Syrie avant la guerre. En France, j'ai continué ce projet d'écrire. J'ai écrit un récit qui s'appelle Le Petit Terroriste en arabe. L'année suivante, en 2016, j'ai cherché un traducteur pour ce livre. Mais j'ai rencontré mon éditrice, qui est toujours mon éditrice, Chef Lamarion, dans un salon de livres. Et elle m'a proposé une idée d'écrire en français directement. C'est pas comme un réfugié qui écrit en français, mais comme un réfugié dans la langue française. Parce que vous savez, quand on écrit dans une autre langue, pas sa langue maternelle, on peut vraiment créer son propre style dans cette langue. Parce qu'on a une mémoire différente. Je ne peux pas oublier la Syrie. Pour ça, je dis toujours que je suis français avec une mémoire étrangère. Et on commence, quand on écrit dans une nouvelle langue, à penser dans cette nouvelle langue, mais pas comme quelqu'un qui est né ici, quelqu'un qui vient d'ailleurs. Il peut créer son propre style à travers ce mélange entre les langues et les cultures. Ce que j'ai essayé dans ce livre, c'est-à-dire je l'ai réécrit en français. Et cette expérience a changé ma vie ici parce que quand on écrit dans une nouvelle langue, ça n'a rien à voir de parler cette langue. C'est-à-dire, depuis cette expérience, j'ai commencé de savoir la différence entre la langue de l'écriture et la langue de parole français. Voilà. Et depuis, j'écris dans cette langue. D'ailleurs, les premiers mots par exemple, si je vous pose la question, c'est quoi les premiers mots que vous avez appris de l'espagnol? Ou des mots que vous aimez en espagnol? Gracias. Moi, je connais que ça, mon parlant, parce que je suis en train de commencer. Honnêtement, à Paris, les premiers mots que j'ai appris de français, c'était putain, fichier, j'en ai marre. Parce que tout le monde le disait. Et franchement, je ne savais pas ce que ça veut dire. Tout le monde disait ça.
Même s'il fait beau, on dit c'est bon. Il fait pas beau, on dit c'est bon. Le métro est en retard, on le dit, on avance. On n'est pas trop content. Ça fait partie de la. Bon, râler, ça fait partie de la vie quotidienne à Paris. Et moi je râle aussi, parce que je suis parisien plus tard. Est-ce que vous râlez? Oui. Grave. Et donc, voilà. En fait, après, j'ai écrit un autre roman qui s'appelle Le Dernier Syrian, où d'ailleurs, dans ce premier livre, ce récit. Bonjour. Je m'incruste. Vous allez bien? Je m'incruste. Je vous en prie. Et donc, en fait, dans ce premier récit, ça s'appelle Le Petit Terroriste, je raconte. Vous jouez au nuit ou vous continuez? Ça va? Non. Si vous voulez que j'arrête, hein, parce que je suis bavard, vous me dites. Et je raconte une expérience quand j'avais votre âge. Vous avez quel âge? Voilà, tout à fait. Parce que j'étais en Arabie Saoudite quand j'avais votre âge. Et je n'ai pas de chance, bien sûr, parce que la vie en Arabie Saoudite, c'est l'enfer. On est allé quand j'avais 13 ans avec mes parents et mon grand frère, parce que mes parents sont dentistes tous les deux, ils ont trouvé un contrat de travail dans ce pays. Ils voulaient gagner une fortune. Donc, on est allé. C'était la première fois on était unis d'ailleurs, parce que mes parents ont divorcé depuis quand j'avais 4 ans. Et on a passé notre enfance, mon frère et moi, chez mes grands-parents, qui n'étaient pas du tout ni avec la mère ni avec le père. 8 ans plus tard, les parents sont remis ensemble et on est allé en Arabie Saoudite. C'est là-bas où ils ont fait mon petit frère. Et après, on est rentré en Syrie, ils ont redivorcé. C'est un film indien, leur vie, franchement. Il y a beaucoup d'action. En Arabie Saoudite, on est resté 3 ans et demi. Et là-bas, j'étais tellement choqué parce que j'attendais d'autres choses. J'étais choqué par une société de haine, de racisme, qui n'est pas du tout désirable parce qu'on avait une autre couleur, un autre accent, en tant qu'étranger, syrien, arabe, qui vivent en Arabie Saoudite. Il y avait un événement, en fait, à l'époque, je cherchais moi-même, je cherchais mon existence, je cherchais un exemple de ma vie. Vous savez, chacune de nous, il a son exemple. Par exemple, pour vous, peut-être, c'est un exemple si vous souhaitez d'être dans la peau de quelqu'un. Disons, pourrait être un chanteur, pourrait être, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous aimez comme chanteur français? Rappeur ou chanteuse, danseuse, danseur? Vous êtes dans la littérature, ou des profs, ou quelqu'un de votre famille, on ne sait pas. Moi, c'était complètement différent cet exemple. C'était Osama Ben Laden. Vous connaissez Osama Ben Laden? Oui. C'est le terroriste qui a conduit les attentats de 11 septembre en 2000. Et pourquoi? Parce qu'Osama Ben Laden à l'époque était traité comme un héros qui va sauver le monde arabe de la violence, qui va protéger les gens, etc. Ça fait partie, c'est-à-dire dans les médias, à la télé, dans la rue, à l'école, à la maison, on parlait d'Osama Ben Laden comme exemple. Et pour moi, c'était le cas. J'étais dans une école coranique là-bas, où j'étais tellement radical. À l'époque, mon projet c'est de faire un attentat pour aller au paradis et rejoindre Cheikh Osama Ben Laden plus tard. C'était le bon chemin. Mais après, quand je traite ce sujet, une fois que j'étais adulte, j'ai trouvé que ce n'était pas un vrai terroriste, mais j'étais quelqu'un manipulé par le média, par tout ce qui m'entoure. J'ai appris le Coran par cœur, beaucoup de ce qu'on appelle hadith, c'est la parole de Mohammed. Après, on est allé pour faire le pèlerinage à la Mecque avec mon frère et mon grand-père, mon père et mon grand frère. Et là-bas, il y avait un autre moment qui a aussi changé ma vie, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai rendu compte que, en fait, je sentais rien de tout. Parce que pendant ces moments de pèlerinage où on devait être très proche au Dieu, à Allah, j'étais tellement loin de Dieu. Parce qu'il faisait 50 degrés. Il y avait environ 3 millions de personnes qui viennent du monde entier pour faire ce pèlerinage. Et on se disait, mais c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et il faut monter dans les montagnes pour être plus proche au Dieu. Il faut jeter des coquillages contre une pierre pour tuer le diable, etc. Donc je crois, en fait, ce n'est pas contre, j'avais cette idée, ce n'était pas contre la religion, mais contre comment on applique cette religion. Pourquoi il y a souvent de la violence quand on applique cette religion. En rentrant à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, bon après il y avait plein d'idées, je ne vais pas raconter tout maintenant, j'ai décidé de relire le texte coranique, de réétudier la religion. C'est pas pour quitter la religion, mais pour avoir une décision personnelle, pour avoir, disons, un chemin libre. Et grâce à cette nouvelle culture, je suis devenu complètement athée parce que j'ai trouvé qu'on n'a pas besoin de lire quelque chose dehors de la religion pour le quitter. Ça c'est mon point personnel. Mais je préfère le mot libre, pas le mot athée. Donc je raconte cette histoire dans ce bouquin, Le Petit Terroriste.
Et le deuxième bouquin, le deuxième roman, s'appelle Le Dernier Syrien, sorti l'année dernière. N'hésitez pas à l'acheter. Est-ce qu'en fait j'ai raconté, parce que j'ai raconté là-dedans ce que je viens de vous raconter. C'est sur la Syrie, comment on était engagé dans ces mouvements contre le régime d'Assad. C'était une rencontre entre un groupe des résistants où chacun et chacune avait sa propre histoire. C'est-à-dire qu'elle n'était pas pareil, mais ce qui les unit, c'est même pas la résistance, mais disons, c'est le désir vers la liberté. Tous, par exemple, ils étaient différents. Par exemple, il y avait une rencontre entre une fille et un garçon. Il y avait deux mecs qui étaient amoureux. Et il y avait des gens qui sont. Il y avait un autre qui est devenu islamiste plus tard, etc. Mais ils étaient vraiment pas pareils. Je crois que c'est ça le plus important, c'est d'avoir une différence vers les autres, être soi-même et prendre ses décisions librement. Parce que ça mérite quand même. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Parce que moi je continue jusqu'à demain matin. Hein. Attention. Quelqu'un veut dire quelque chose? Une question? Quelqu'un a une question? Ok, je continue. En fait, quelqu'un? Oui, pardon. Comment est-ce que vous n'avez pas perdu espoir? Malgré ce désir très fort, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu le ranimer continuellement? Malgré quoi? Comment j'ai pas perdu l'espoir malgré quoi? Oui, malgré ce désir très fort. Oui. En fait, justement, parce que ce qui s'était passé en Syrie plus tard, c'était inattendu. Ce n'est pas seulement une guerre syrienne, mais une guerre internationale sur le territoire syrien. Parce qu'il y avait pas mal de pays occidentaux et orientaux qui étaient engagés dans cette guerre. Ils ont envoyé des armes, ils ont envoyé leurs militaires, etc. Il y avait l'État islamique qui s'appelle Daesh, qui était créé plus tard. Il y avait plusieurs groupes islamiques. C'est vraiment le chaos total aujourd'hui. Et ce qui était passé aussi, aujourd'hui, ça fait plus que 8 ans que je ne suis pas rentré en Syrie. Je n'ai pas le droit d'entrer parce que je n'ai pas de passeport en tant que réfugié. Quand on est réfugié, on a un titre de voyage qui nous permet de voyager seulement dans l'Union européenne. C'est pas si on était en Europe, les pays de Schengen. Et toute ma famille sont toujours là-bas. En Syrie, je les ai pas vus depuis 2012. Mon père est mort par exemple il y a 3 ans et même je n'ai pas pu y aller pour la cérémonie, pour l'enterrement, etc. Donc tout ça c'est difficile, absolument. Si on va parler de l'espoir, pour moi, ce n'est pas un choix, c'est un sort de résistance. Et je crois que la vie mérite de garder toujours l'espoir parce qu'il y a quelque chose, toujours on trouve quelque chose qui mérite à vivre. Par exemple, cette rencontre avec vous, pour moi, ça mérite d'être vivant, ça mérite cet échange, c'est un trésor. Oui. Donc à chaque fois, à chaque jour, chaque matin, quand le soleil se lève, peut-être que c'est très poétique, non, je dis n'importe quoi, mais vraiment c'est vrai ce que je le sens quand même, je le dis spontanément. Quand le soleil se lève, il faut profiter à fond de cette journée parce que le lendemain, on ne sera pas là. Ça c'est de mon point de vue. Est-ce que vous avez lu Sartre? Vous connaissez Sartre? Les philosophes, c'est vous les philosophes, pas moi. C'est un philosophe français qui parle un peu de l'existentialisme. Il a un livre qui s'appelle L'existentialisme et l'humanisme. Donc il parle un peu de ce style. Mais bref, je crois aussi que la résistance ne peut pas continuer sans espoir. Alors, malgré tout ce qui s'était passé en Syrie, malgré la violence, malgré la haine, malgré cette guerre, malgré les centaines de milliers de personnes qui étaient tuées pendant toutes ces années, aujourd'hui, on a plus que la moitié des Syriens sont des réfugiés ou déplacés. Parce qu'avant la guerre, on était 23 millions. Aujourd'hui, à l'intérieur, on a 12 millions. Et le reste sont dehors. On a plus que 60% de la Syrie détruite, des ruines. Mais il y a une nouvelle génération qui va continuer cette résistance. C'est le cas déjà aujourd'hui. Alors, pour le retour, par exemple, si j'aurais l'espoir de rentrer en Syrie, je n'ai pas un grand espoir. Je crois que je vais rester en France, et je vais être enterré en France. Parce que je crois que ce régime est beaucoup plus fort que ce qu'on a imaginé. Et il est aidé c'est la honte. Il est aidé par beaucoup de gouvernements du monde. Il y a beaucoup de mafias qui lui envoient des armes, etc. Il y a la Russie qui l'aide, qui le soutient, l'Iran, etc. Et donc, ce qui est paradoxal là-dedans, c'est le mot exil. Parce qu'une fois on est exilé, en France ou d'ailleurs, avec le temps on devient condamné à l'exil. Par exemple, j'imagine si je vais rentrer un jour en Syrie, je ne vais pas du tout trouver la Syrie que j'imaginais auparavant. Ce pays ne me reconnaît plus, je ne la reconnais plus. Et je ne le reconnais plus. Et donc l'exil ne finira jamais. Même les gens qu'on quitte, par exemple, pour vous, est-ce que vous avez passé des vacances de 15 jours, par exemple?
Tout seul, je veux dire, loin de votre famille. C'est quoi le temps le plus long que vous avez passé loin de sa famille, vous? Combien de temps? 2 mois. Voilà, tu étais où? Au Portugal. Quand tu es rentré en France, tu n'as pas senti qu'il y a un truc un peu bizarre? Tu avais besoin, genre, quelques heures ou même quelques jours pour... J'ai l'impression que j'ai raté plein de choses. Mais... Tu vois? Voilà, moi ça fait 8 ans. Donc quand je vais rentrer, et dans un pays détruit. C'est-à-dire, les quartiers de l'enfance, les quartiers de ma première jeunesse n'existent plus. Et les gens que j'ai quittés ont beaucoup changé. Moi aussi, j'ai changé, mais dans un autre sens. Donc quand je vais voir des gens, les miens ou la Syrie, je vais pas les connaître. Donc en conséquence, je serai toujours exilé, ici et là-bas. Mais il y a plusieurs sortes d'exil. Mais vous savez, pourquoi je parle de l'exil? Parce que l'exil, c'est pas un mot dur. Seulement, c'est difficile. Mais pas que, parce que l'exil, c'est un grand mot qui nous permet d'être au milieu de tout et nulle part, être partout. On sent la douleur des autres. On sait ce que c'est être étranger. On sait ce que c'est être loin de chez soi. Et l'exil nous permet aussi de traiter l'origine comme quelque chose qui n'existe pas. Parce que, enfin, qu'est-ce que c'est notre origine? Est-ce que c'est où on est né, ou d'où on est venu? Ça ne compte pas du tout. Mais c'est notre culture. Et par rapport à ce mot, l'exil, on peut traiter n'importe qui comme un frère ou une soeur ou un ami ou une amie dans l'humanité. Je trouve que c'est un mot tellement riche. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai des amis de toutes les nationalités à Paris, et de partout. Et voilà, je ne traite pas les gens selon de leur identité. Je crois que ça, c'est une des raisons, une des choses que j'ai appris grâce à l'exil. Quelqu'un veut dire quelque chose? En général, quand vous écrivez, c'est quoi les principales émotions que vous faites ressortir dans vos poèmes ou dans vos livres? En fait, justement, il y a deux types d'écriture. Soit on écrit parfois pour le plaisir, parfois pour le besoin. Moi, j'écris pour le besoin. C'est-à-dire que avec le temps, ça devient une sorte d'existence. Si on n'écrit pas, on n'existe plus. C'est comme une manière de vivre, c'est comme une manière de traiter les choses. Par exemple, avant de dormir, on ne peut pas dormir sans laisser une feuille et un stylo à côté de son lit. Ça devient comme une sorte de protection, tu vois. Et donc, les émotions ou les sentiments qu'on a envie d'exprimer par rapport à l'écriture sont complètement différents. On ne peut pas dire que, par exemple, sont le chagrin ou la mélancolie, bien que c'est le plus courant, mais pas forcément. Il y a aussi les sentiments les plus joyeux. Mais ce qui est incroyable dans l'écriture, c'est quand même, à mon avis, l'écriture magique, les meilleurs textes, les meilleurs romans, c'est-à-dire malgré le chagrin ou la mélancolie ou la tristesse ou même la violence dans ce livre, on trouve qu'il y a un sort de joie. Il faut toujours cette joie. Et l'écrivain ou l'écrivaine, leur rôle principal, c'est diffuser la joie aux gens. Donc le sentiment vraiment, si je voudrais dire vraiment, qui unit tous les sentiments, c'est ce mot-là. La joie. Voilà. Non, c'est pas ça mon mail en fait. Bah c'est justement. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors. Merci beaucoup. Donc là, je vous invite à... Là, il faudrait peut-être juste dire qu'actuellement, tu es avec d'autres écrivains à La Rochelle. Oui, en fait, là, je suis à La Rochelle. Vous êtes tous allés à La Rochelle? Vous connaissez cette ville? Moi, j'aime beaucoup. En fait, je suis dans un endroit, un lieu, parce que mon dernier roman, je l'ai écrit à La Rochelle, il y a 12 ans, dans un lieu qui s'appelle Centre Intermonde. J'étais plein d'été, il y a beaucoup de touristes. Moi, je travaille souvent à la terrasse des cafés, je ne travaille jamais dans un lieu fermé. Pour ça, cette période, c'est un peu difficile. Donc, à l'époque, je prenais mon ordinateur pendant 3 mois. J'allais à la terrasse du café qui était dans le Vieux-Port. Et là-bas, tout le monde, il y avait beaucoup de touristes du monde entier qui viennent, ils parlaient tout le temps des moules, des frites, des bières, des vacances. C'est des vacances, quoi, ils sont tranquilles. Moi, j'étais en train d'écrire sur la guerre en Syrie, comme un con. Et je ne savais pas ce que je... Désolé, parfois je fais ça. Et pour l'instant, je suis dans un lieu qui s'appelle la Maison des Écritures. C'est un lieu magnifique, à 10 pas de l'océan, vraiment c'est devant la plage. Et j'y suis jusqu'à 11 mars et je suis en train d'écrire un nouveau roman. Et mon prochain roman, il va appeler Une chambre en exil. C'est sur un réfugié qui trouve une chambre dans la banlieue parisienne. Il va sortir l'année prochaine. Il trouve une chambre dans la banlieue parisienne. Il a envie d'oublier la guerre, oublier la violence, et recommencer une nouvelle vie. Mais ce qu'il trouve dans cette ville, il est tellement surprenant et choquant. Donc ça c'est mon prochain roman. Mais là, je suis en train d'écrire encore d'autres choses. Voilà. Je crois, est-ce qu'on peut faire une petite lecture peut-être? Mais pas moi, c'est vous qui va lire.
Ah, j'ai une question. Quelqu'un qui écrit dans la salle? Qui écrit? Qui a écrit? Des poèmes, des histoires, des romans, pas importe, des nouvelles. Disons, mais nombreux. Qu'est-ce que tu écris? Des poèmes. Est-ce que tu as un poème avec toi? On peut le lire. Toi, tu écris aussi? Qu'est-ce que tu écris? Ça m'arrive d'écrire des histoires ou des poèmes. Tu as un poème? Oui, c'est... Tu peux venir ici, s'il te plaît? En attendant. Tu peux enlever le masque parce que t'es loin. Sauf que c'est pas fort. Quand je suis avec toi, je ne me sens plus en exil. J'ai l'impression d'être chez moi dans la plus belle des villes. Et quand je pense à notre séparation, je regrette de ne pas avoir la même religion. Comme un enfant solitaire, j'aurais aimé être plus proche de mon père. Tel un esprit en pleine résistance qui cherche de nouveaux horizons, près de la littérature pleine de prestance, je cherche à nouveau ma maison. Bravo. Valentine. Valentine, chantez. C'est parfait. Allez, on attaque. Pareil, tu peux enlever le masque si tu veux. Oui. Alors on les découvre du coup. 12 vapeurs fraîches, découlant des mousseuses ruches, à l'occulte lumière du soleil, comme cheveux d'abeille, où l'on vit du ciel le drapeau de la paix qui se hisse, aux multiples couleurs qui s'en échappaient, effaçant tous les mauvais vices. Super. Merci. C'est quoi ton prénom? Romain. Roman? Romain. Roman. Oui, Romain. Non, Romain. Romain, chantez Romain. Merci. Super. Waouh. Qui va lire aussi? Tiens, on va faire une lecture. Quelqu'un d'autre qui écrit? Toi aussi tu écris. Donc qu'est-ce que tu écris s'il te plaît? Des lettres. Des lettres? Est-ce que tu as une lettre? Non, je les ai chez moi. D'accord. C'est privé. Pardon, quelqu'un écrit aussi? Donc on a quoi? 3. Quelqu'un écrit même s'il n'a pas envie de lire. Hein. Quelqu'un a envie de... Toi tu écris, mais tu n'as pas envie de lire. J'ai tendance à écrire des histoires quand je suis toute seule chez moi. D'accord. Est-ce qu'il y a un thème de tes histoires ou pas? C'est généralement des aventures fantastiques. Pardon? Des aventures fantastiques. Les aventures fantastiques. D'accord. Est-ce que parce que... Alors, si je te pose la question, d'où tu trouves l'inspiration de ton écriture? Est-ce que ce sont tes expériences personnelles ou des histoires d'entendre des autres, tu vois, ou ce que tu lis? Plutôt ce que j'ai lu. Ce que tu lis, d'accord. C'est la source de ton inspiration. C'est parfait parce que vous savez, personnellement, je crois que l'inspiration, c'est tout ce qu'on vit. Par exemple, genre, personnellement, je fais souvent sur des expériences que j'ai vécues. Et je crois que pour écrire, on a besoin de vivre beaucoup, c'est avant tout. Et après, il faut lire, c'est-à-dire il faut vivre plus qu'on lit, il faut lire plus qu'on écrit. C'est-à-dire on écrit un peu, on lit plus et on vit encore beaucoup plus. C'est un pyramide, mais à l'inverse. Et l'inspiration, on la trouve vraiment dans un dialogue, on boit son café, quand on marche, quand on lit quelque chose. Bon, personnellement, tout ce qui m'entoure, c'est inspirant, par une manière ou une autre. Parfois, c'est par une manière indirecte. Ok, quelqu'un d'autre a envie de lire quelque chose, même s'il ne l'a pas écrit. C'est-à-dire quelque chose de quelqu'un d'autre. Oui, alors qu'est-ce que tu dis? Ça va? Comment t'appelles? Marina. Malina? Marina. Marine. Marine, enchantée Marine. Qu'est-ce que tu vas lire? J'ai écrit un poème, voilà, mais sinon j'ai écrit d'autres. Allez, on attaque. Je t'en prie. C'est à toi là. J'avais même pas vraiment vachement. Prends ton temps. Bon, ça a été écrit en quelques minutes par contre, donc c'est pas très fond. Super. Ok. À mon amour, ici c'est compliqué d'être dans la résistance. J'aurais bien aimé, avant de partir, t'accorder une dernière danse. Je rêve en ce moment de partir sur une île, que ce petit coin de paradis soit comme notre exil. Je sais que la séparation est compliquée pour toi, mais ne t'en fais pas. Nous nous retrouverons sous les étoiles, toi et moi. Merci. Comment t'appelles? Marine. Marine. Merci Marine. C'est parfait. Ce que j'aime beaucoup dans vos textes, c'est que le style, les styles sont différents. Et aussi, ce que les données sont simples et profondes à la fois. Et c'est très bien travaillé. Même ton texte est bien travaillé, bien que tu l'écris rapidement. Quelqu'un a envie d'être écrivain ou écrivaine à l'avenir? On ne dit pas écrivain, mais moi j'aime bien ce mot. Écrivaine. Tu as envie d'être écrivaine?
Toi aussi, tu as envie d'être écrivain. Ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que tu as envie d'être romain? Tu écris des romans? Toi aussi? Roman. On sera des collègues, pardon. Alors, peut-être quelqu'un a envie de lire un poème? Tiens, c'est en français. Hein. La dernière scène. Passage d'une nébuleuse, chute de la lumière minérale des villes. Ô veilleur des étoiles, je n'ai pas émigré. J'ai laissé derrière moi la blessure du récit, et derrière mon ombre, les doigts brisés de l'enfant révolté. Dans le métal de la nuit, l'odeur de la poudre et le souffle de ma mère ont envahi ma bouche. Ne me fouille pas, veilleur, j'ai dans ma poche une vie poignardée. Et dans la tête, l'image de la mort des miens, ainsi qu'une enfance en contrebande dans les miroirs. Mes instants sont comme ce livre blanc au fond d'un sac d'une mémoire trouée. Merci. Pendant les histoires d'amour que j'ai vécues, les plus merveilleuses, c'était pendant la guerre en Syrie. Parce que vous savez, là, ça change les liens entre les gens. Et en conséquence, quand on est avec quelqu'un, et on passe une période, par exemple là, ce qu'on vit aujourd'hui, à cause de la crise, à cause de l'épidémie, si on rencontre quelqu'un, on a déjà rencontré quelqu'un, vous savez, pendant le premier confinement, on a entendu beaucoup d'histoires de séparation entre des couples. Parce que c'était insupportable de rester 2 mois face à face, 24 sur 24 heures, face à face quelqu'un, surtout dans un petit appartement, par exemple à Paris. Et on s'ennuie quand même, désolé, on s'en est marre, on a besoin d'être seul, quand même. Mais il y avait aussi l'inverse, c'est-à-dire il y avait des gens qui leur relation est devenue beaucoup plus forte. Donc dans les crises, dans les grands moments bizarres, dans les mouvements, il y a des choses qui changent dans les relations humaines. Là, ce qu'on vit aujourd'hui, je crois, vos relations, et mes relations bien sûr, nos relations tous, changent selon la situation devient soit plus forte, on découvre nous-mêmes, on découvre les autres plus profondément, ou c'est fini. Alors, je vous raconte ça parce que j'aimerais bien lire un poème d'amour. Qui a envie d'entendre un poème? Personne? Tout le monde a envie d'entendre. Tiens. Après, je lis un autre poème. Et si je kidnappais la ville, la retenais dans mon souffle, afin que personne ne nous surprenne, qu'en penses-tu? Dans la ligne étoilée de ta paume tremblante, je lirai nos promesses de jouissance. J'ôterai de ma tête le savoir des tempêtes, pour que tu confies ma présence à la rivière éternelle de ton sang. Et si nous devenions 2 oiseaux migrateurs dans cette pâture, qu'en penses-tu? Nous pourrions jouer à cache-cache dans la forêt de nos 2 pensées, et peut-être y rester pour toujours. Qui a envie je peux lire un poème en arabe? D'accord. Comme personne parle arabe, je profite. لم أعد أعرف إن بقيت لنا حكاية في المرايا أو طفل أخير. لنا حبر أبيض في الشرايين نعرفه لأننا نجهله. كلما نزفنا يولد صدى مجهول في رائحة ليل آذار بين البارود والدموع. حين أكبر سوف أصير نجمة يقول ثقب الرصاصة في الجسد. يكفي أن منفيا ينادي إخوته كلما جلح المساء لا تفتحوا مسودات ولا تسهروا مع الغيم حتى أعود. Je ne sais plus s'il nous reste un récit au cœur du miroir ou encore un enfant oublié. L'encre est blanche dans nos artères. Ce que nous croyons connaître, nous l'ignorons. Et dès que nous saignons, naît de nous un écho anonyme. Il se mêle à l'odeur de la nuit de mars entre la poudre à canon et les larmes. Quand je grandirai, je serai une étoile. Ainsi part la trace de la balle laissée dans la chair. Il ne vous servira à rien d'ouvrir mes brouillons et de veiller tard en compagnie des nuages jusqu'à mon retour.
qu'un seul exilé appelle ses frères, et le soir se blesse. Merci beaucoup et bon courage et bonne fin d'après-midi.